La civilisation romaine n'est pas morte, bien au contraire, elle fait partie même de notre quotidien. Bonjour chers amateurs d'histoire. Dans les deux capsules précédentes, on a vu comment Rome a été fondée, comment il avait évolué, quel était son système politique et comment, en fondant son empire de plus en plus vaste, elle a fini par rencontrer plusieurs problèmes de nature politique, de nature sociale, etc. Maintenant, il est temps de s'intéresser à la civilisation romaine. Pourquoi les Romains ont été aussi importants pour le monde occidental? On va voir cette civilisation-là dans sa globalité et on va conclure sur les principaux héritages que les Romains nous ont laissés. Premièrement, quand on parle des Romains, les Romains sont indissociables de l'art militaire. Les Romains vont finir par former une armée de plus en plus compétente qui va devenir éventuellement l'armée la meilleure au monde dans l'Antiquité. Donc une armée extrêmement bien huilée, extrêmement bien rodée. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que l'armée romaine est une armée d'élite. Alors, au lieu d'avoir des forts contingents de centaines de milliers de soldats, l'armée romaine n'a jamais été très nombreuse en tant que nombre de militaires. Alors, on choisit plutôt la qualité plutôt que la quantité. Alors, les recruteurs romains parcouraient les campagnes pour aller choisir les meilleurs candidats, les candidats les plus costauds pour faire partie de son armée. Mais outre cela, l'armée romaine, c'est une armée bien huilée, bien organisée. D'abord, ces troupes d'élite sont extrêmement bien entraînées, donc on ne néglige pas chez les Romains l'entraînement. D'autre part, l'armée est extrêmement bien organisée. D'abord, le soldat romain, ce n'est pas seulement un militaire en tant que tel, c'est aussi un terrassier. Alors, les soldats doivent marcher beaucoup, mais une fois en temps de campagne, mais lorsqu'ils s'arrêtent pour la nuit, leur travail est loin d'être terminé. Ils vont construire ensemble un camp militaire, ce qu'on appelle le camp romain. Et ce camp-là, contrairement à celui des ennemis, est toujours bien organisé, avec toujours une forme carrée ou plutôt rectangulaire, avec 4 portes toujours situées aux mêmes endroits. Et à l'intérieur, le chef est toujours au même endroit, avec les différentes troupes qui ont toujours leur place bien désignée. Et l'avantage que ça a, c'est que d'abord, peu importe où le soldat, l'armée romaine se retrouve, si elle se fait attaquer en pleine nuit, elle est toujours dans une situation où est-ce qu'elle est capable de répliquer. Et d'autre part, le camp étant toujours pareil, toujours standardisé, le soldat sait exactement où aller, quelle est sa fonction. Donc, ce qui rend la défense du camp beaucoup plus facile que chez les autres armées ennemies. Et d'autre part, cette armée-là était constituée de différents manipules. Alors, donc, des petites troupes en rang serré, mais qui ont de l'espace entre chacune d'entre elles, ce qui veut dire que lorsque le terrain était inégal ou il y avait des obstacles sur le terrain, ces différentes unités mobiles étaient capables de se séparer ou de se rapprocher les unes des autres pour s'adapter au terrain. Ce qui n'était pas le cas d'armées beaucoup plus serrées, beaucoup plus massives, comme la phalange macédonienne chez les armées d'Alexandre ou les armées de Philippe. D'autre part, l'armée romaine était extrêmement bien équipée pour faire le siège des cités ennemies. Elles avaient des balistes, elles avaient des catapultes, elles avaient également des tours de siège mobiles avec des petits ponts-levis qui leur permettaient de passer par-dessus les remparts pour aller saccager l'intérieur de la ville. Alors donc, l'armée romaine était une armée extrêmement bien rodée et extrêmement bien équipée. En fait, il faut savoir que les Romains étaient un peuple très pragmatique, très pratique, et les généraux romains avaient tendance à apprendre beaucoup de leurs ennemis. Et quand ils voyaient qu'un procédé utilisé par l'ennemi fonctionnait bien, ils l'empruntaient. Et c'est pour ça que plusieurs de leurs pratiques ont existé chez plusieurs autres des peuples qu'ils ont affrontés, mais les Romains ont eu le mérite de rassembler toutes les meilleures méthodes dans leur armée à eux. Et comme les Romains sont un peuple de guerriers, on
valorise beaucoup le courage à la guerre, premièrement, mais aussi l'habilité des généraux à remporter des victoires. Alors, la meilleure façon de parvenir au sommet du monde politique chez les Romains, c'était d'être un général victorieux. Et lorsqu'un général réussissait une grande victoire, quand par exemple il réussissait à tuer au moins 5000 ennemis, on lui accordait l'honneur indicible du triomphe. Alors, le triomphe, c'était une cérémonie durant laquelle le général victorieux, à la tête de ses troupes, qui normalement n'avaient pas le droit d'entrer en ville, donc à la tête de ses troupes, il faisait un défilé sur la voie sacrée pour se rendre jusqu'au Capitole, le temple consacré à Jupiter. Et pour cette journée-là, il était l'équivalent d'un dieu. Et l'armée romaine va avoir un effet sur un des héritages fondamentaux de la civilisation romaine, les routes. Parce que, évidemment, pour que cette armée qui, on l'a vu, n'était pas une armée très nombreuse, pour que cette armée-là soit efficace, il fallait qu'elle puisse se déplacer rapidement là où on avait besoin d'elle. Et c'est là qu'interviennent les routes. Les soldats romains, comme je l'ai dit, sont aussi des terrassiers. Ils vont contribuer à créer plein de routes qui vont permettre à l'armée de circuler rapidement. Et ces routes-là sont faites pour durer et ce sont véritablement des murs enterrés dans la terre avec plusieurs couches, 3 couches principales, la dernière couche étant un dallage bombé pour permettre à l'eau de s'écouler sur les côtés. Et ces routes-là vont former la clé de voûte de l'Empire romain dans la mesure où est-ce qu'il y aura des routes partout dans l'Empire romain, dans un premier temps pour permettre aux soldats, aux armées de circuler partout où est-ce qu'on a besoin d'elles, mais éventuellement les routes vont servir également pour le commerce. Et c'est de là que vient le fameux proverbe « Tous les chemins mènent à Rome ». Les Romains étaient connus comme étant un peuple de guerriers, un peuple dont l'armée était presque invincible. Mais ils sont connus aussi pour avoir été de grands bâtisseurs. Alors, les routes, les voies romaines dont j'ai parlé précédemment sont un bel exemple, mais en fait, les Romains ont initié plusieurs méthodes de construction qui sont encore utilisées de nos jours. Il y a la brique, entre autres, qui va être extrêmement utilisée par les Romains pour construire leur ville, mais il y a également le système de l'arche, où est-ce que le poids est réparti sur les différentes parties de l'arche et éventuellement, ultimement, sur les montants. De cette façon-là, les Romains étaient capables de faire des constructions beaucoup plus ambitieuses. Un bel exemple, ce sont les aqueducs qui parcouraient des kilomètres et des dizaines de kilomètres pour amener l'eau jusqu'à Rome. Mais quand on parle de construction romaine, on parle aussi du béton romain. Les Romains utilisaient une sorte de ciment extrêmement solide qui est analogue au béton moderne, hein? À l'exception que, au lieu de mettre des morceaux de métal comme de nos jours, des poutres de métal, des barres de métal, eh bien, les Romains mettaient des morceaux de pierre, de briques, etc. pour renforcer leur mortier, renforcer leur béton. Alors, de ce fait, les Romains étaient en mesure de construire très vite grâce aux briques, grâce au béton. À cela se rajoute aussi la voûte, hein, que les Romains ont utilisé la voûte et le dôme, et on en trouve différents exemples à Rome, notamment les bains publics, les fameux thermes, mais également il y a aussi le Panthéon à Rome, qui est un ouvrage extrêmement ambitieux, où est-ce que tout repose sur une voûte la plus grande de cette époque-là. Alors, les Romains construisaient très vite et très haut. Alors, les Romains étaient de grands bâtisseurs. Évidemment, parlant de construction ambitieuse, comment parler de Rome sans parler du Colisée, alors qui était véritablement la 8e merveille du monde, hein? Donc, cette arche multipliée par centaines, donc, a permis aux Romains de constituer un immense complexe dans lequel se déroulaient les jeux quelque peu inhumains, les jeux de gladiateurs. Et donc, une construction extrêmement complexe dans laquelle on retrouve tout un système de coulisses sous l'arène du Colisée, où est-ce qu'il y avait des élévateurs pour monter même jusqu'à des éléphants et un système de trappes, etc. Et même qu'au début, lorsqu'il n'y avait pas tout ce réseau souterrain, on était capable d'inonder le Colisée pour organiser des batailles navales. Rien de trop beau.
Mais évidemment, Rome, c'est aussi le système d'aqueduc, qui, comme il y avait à peu près une population d'environ 1 million d'habitants à l'époque d'Auguste, entre 500 000 et 1 million d'habitants, forcément, les nappes phréatiques ne suffisaient pas pour alimenter en eau toute cette population-là. Il fallait la faire venir d'ailleurs. C'est comme ça que tout ce réseau d'aqueducs va se constituer. Et de nos jours, nos aqueducs modernes sont alimentés par des pompes qui envoie l'eau sous pression. À cette époque-là, il n'en est pas question. On n'a pas inventé ce genre de moteur, mais on va utiliser simplement la gravité. Alors, il y a une pente presque imperceptible à l'intérieur des aqueducs qui fait en sorte que l'eau va couler jusqu'à Rome. Donc, ce réseau d'aqueducs permettait aux Romains d'alimenter leur ville en eau. Non seulement leur ville à travers les différentes fontaines et l'eau courante chez certains nobles qui avaient les moyens de corrompre les fonctionnaires, mais il y avait également les bains publics qu'on appelle les thermes. Alors, où est-ce que les gens pouvaient aller se baigner pour quelques sous seulement et à certains endroits, c'était gratuit. Et donc, dans ces piscines, ces immenses piscines entourées souvent de palestres et même de bibliothèques, les Romains pouvaient aller prendre soin de leur corps et aussi de leur esprit avec les bibliothèques. Et donc, il y avait tout un système d'hygiène qui tournait autour des villes romaines. Notons en passant pour la petite histoire que cette hygiène s'accompagnait également de latrines publiques, alors donc des toilettes publiques où l'eau circulait en dessous pour emmener les eaux usées. Et c'était un lieu de sociabilité pour les Romains qui pouvaient discuter tout en effectuant leurs besoins. Donc, les Romains étaient un peuple de grands bâtisseurs et qui a légué aux civilisations subséquentes de nombreux procédés pour construire. Mais l'héritage romain va bien au-delà de ça. D'abord, il y a la langue latine, qui était la langue usuelle dans l'Empire romain, qui a donné naissance en se mêlant à d'autres langues d'origine germanique, qui a donné naissance donc à de nombreuses langues modernes, les fameuses langues romanes, comme le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, le roumain. Alors, toutes ces langues descendent directement du latin. Et évidemment, comment parler du latin sans parler de l'alphabet latin? Évidemment, l'alphabet latin dérive de l'alphabet grec, mais il a pris sa propre personnalité. Et donc, l'alphabet utilisé par les Romains est le même que le nôtre, à part quelques lettres qui ont été rajoutées par la suite, comme le J, le K, le W et le Z. Ces lettres exceptées, nous utilisons le même alphabet que les Romains. Évidemment, un héritage visible de l'Empire romain d'Occident et aussi l'Église catholique romaine qui a remplacé peu à peu les institutions romaines en Occident par les siennes. Alors, évidemment, on aura l'occasion dans la capsule suivante de voir comment le christianisme s'est répandu, mais donc c'est un des éléments indissociables de l'Occident que le christianisme qui s'est développé au sein de l'Empire romain. Autre mérite des Romains, c'est que les Romains ont contribué, grâce à leur immense empire, à diffuser la culture des Grecs. Parce qu'on dit souvent que les Romains ont conquis les Grecs militairement, mais les Grecs ont conquis culturellement les Romains. Les Romains avaient beaucoup d'admiration pour les Grecs et ils ont adopté sans vergogne une grande partie de leur civilisation et ils l'ont répandue aux confins de leur propre empire. Donc, on parle souvent d'héritage gréco-romain. Alors, l'héritage grec a été diffusé par les Romains. Et ce n'est pas le moindre de leur mérite. Mais le principal héritage que les Romains vont léguer non seulement à l'Occident, mais au monde entier, c'est son droit. Le fameux droit romain qui va donner naissance de nos jours au Code civil. Le Code civil est le droit le plus appliqué dans le monde et il dérive directement des Romains. Alors, qu'est-ce qui fait partie de ce droit romain, de ce code civil? Plusieurs éléments. D'abord, tout l'héritage grec que les Romains ont mis à profit, comme l'égalité devant la loi, des lois votées au lieu de lois sacrées, des lois divines. Mais le droit romain va aller beaucoup plus loin que le droit grec. Alors, il y a le concept de l'habeas corpus. L'habeas corpus, c'est le fait de ne pas pouvoir emprisonner quelqu'un de façon arbitraire, sans un procès juste et équitable
inéquitable. Alors, ça fait partie, c'est indissociable du droit romain. Le droit privé également que les Romains ont développé, c'est que dans une société cosmopolite comme celle des Romains, il y avait plusieurs gens de différents statuts, que ce soit des citoyens romains, des femmes, des enfants, des étrangers et des esclaves, mais même un simple esclave avait le droit d'acheter des biens parce qu'il y avait des esclaves qui avaient quand même un peu de moyens, même certains étaient riches parce qu'ils étaient les propriétés de gens très riches qui leur donnaient des récompenses. Donc, même un esclave peut acheter des biens à Rome et il a le droit d'être protégé lorsqu'il se fait flouer par un commerçant malhonnête. Alors le droit privé était un droit qui concernait tout le monde à Rome, même les gens les plus modestes. Alors tous ces gens-là peuvent mener un procès pour ces causes-là. Et évidemment, il faut distinguer le droit privé du droit civique. Alors, ces gens-là n'avaient pas nécessairement le droit de vote, contrairement aux citoyens romains, mais ils avaient quand même des recours au niveau des transactions commerciales, du meurtre et ce genre de choses-là. D'autre part, les tribunaux romains avaient sensiblement la même structure que nos tribunaux modernes, avec des juges, des avocats. Le déroulement se faisait grosso modo de la même façon, avec l'examen des faits, avec les plaidoiries. Donc la structure du droit moderne, des tribunaux modernes, doit beaucoup aux Romains eux-mêmes. Et en fait, le droit romain était un droit qui s'était développé sur des siècles, avec une simplicité des structures et des concepts de base. En fait, les Romains ont combiné ensemble plusieurs principes de droit très simples qui, ensemble, pouvaient gérer des situations complexes, comme un alphabet du droit en quelque sorte. Alors, quand on regarde un alphabet, finalement, il est formé de plusieurs lettres très simples qui, combinées ensemble, peuvent permettre de résumer la pensée humaine au grand complet. Ben, les Romains avaient créé un alphabet du droit. Alors, à la place des lettres, ce sont plusieurs principes simples qui, combinés ensemble, vont donner des lois. Alors, c'est un droit qui est très adaptatif, qui est facile à adapter à différentes situations, différentes sociétés, et c'est la raison pour laquelle, 2000 ans plus tard, on utilise encore le même type de droit. Et au sein du droit romain, un concept très important qui va être renforcé, soit dit en passant, par l'Église chrétienne, c'est le concept de personne humaine individuelle. Alors, de la même façon que dans le monde des Romains, même les esclaves avaient certains recours judiciaires, ben, ces gens-là sont reconnus comme des personnes, au lieu d'être simplement quelqu'un qui appartient à quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui appartient à un clan. Alors, chaque individu a une existence propre chez les Romains et c'est quelque chose d'indissociable du monde occidental moderne où est-ce qu'on commence par les droits de la personne avant de passer aux droits de la collectivité.